là, ça marche. Ouais. Ok, on a des problèmes, des gros problèmes de Wi-Fi en ce moment. Ok, donc comme on disait euh, tout à l'heure, Lama Tsapa Rinpoche a beaucoup enseigné ouais, au cours de toute son existence, donc ce ne serait pas nécessairement lui rendre hommage d'annuler une classe d'études. Ouais. Donc on peut dédier toutes les études qu'on fait pour son retour le plus rapide. Parce qu'à la FPMT, on est un peu ses orphelins en fait. Hein. On était déjà les orphelins de Lama Yeshe. Et donc pour Lama Tsapa Rinpoche, ce serait bien qu'il revienne le plus rapidement possible pour continuer à aider les êtres sur la voie. Et donc, on en était à la page 27, ouais. Ouais, ok. Donc, on avait parlé des permanents et des impermanents, vous vous souvenez? Ok. Donc ça, c'est vraiment très important puisque c'est vraiment la description de l'univers chez les écoles bouddhistes en général. Et surtout à partir des Sautrantika qu'on étudie ici. Et cette description de l'univers, elle tourne autour de cette distinction des existants, permanents et impermanents. Ouais, il y a un écho quelque part. Je m'entends quelque part, je sais pas où. Ouais, ok. Et donc, c'est pourquoi on a deux types de cognition valide. Vous vous souvenez, on a déjà cité le Pramanavartika d'Acharya Dharmakirti quand il dit Sheljani Chir Tsemani. Ouais, il dit c'est parce qu'il y a deux types de phénomènes, deux types d'objets de compréhension. Salut Marie. Il y a Bonjour. deux types d'objets de compréhension. Et donc, il y a deux types de cognition valide. Ouais. Et après, il dit, euh, oui, Sheljani, Chir Tsemani, Dunjenu dans Minuchir. C'est parce que certains ont la capacité d'accomplir une fonction et les autres non. Ouais, donc ceux qui ont la capacité d'opérer une fonction, c'est les impermanents. Ouais. Et les existants qui sont dénués de la capacité d'opérer une fonction, ce sont les phénomènes permanents. Ouais. Ok, très bien. Et donc, vu qu'on a les permanents et les impermanents, eh bien, on a les cognitions valides qui ont ces objets, ces phénomènes comme objets apparents. Ouais, ok. Donc, les permanents sont les objets apparents des consciences conceptuelles et les impermanents sont les objets apparents des perceptions directes. Ouais. Et donc, comme on a les consciences conceptuelles qui peuvent être des cognitions valides, ce sont les inférentiels, et les perceptions directes qui peuvent être des cognitions valides, les cognitions valides directes. Donc, comme on a deux objets de compréhension, deux types d'objets de compréhension, on a deux types de cognition valide. Cognition valide directe, cognition valide inférentielle. Ouais, ça joue? Ça joue. Ok, super. Bienvenue, Gina. Bonjour. Bienvenue. On est à la page 27. Ouais. Ok. Et donc, on était en bas de la page 27 et on avait parlé donc permanent et impermanent. Et ensuite, il y avait les souillures adventis. Donc, il y a une petite erreur en sanskrit. C'est akasmika mala. A avec un A long. Akasmika mala. Ouais, je vais vérifier. Donc, c'est juste une petite erreur. Et en tibétain, c'est loburgi jima. C'est avec un D et pas un T. Ouais, loburgi jima. Ok, très bien. Et donc, qui résulte d'une incompréhension. Donc, les souillures qui imprègnent notre esprit de manière très temporaire, enfin très temporaire, mais un temporaire qui dure longtemps, puisque c'est depuis des temps sans commencement. Malgré tout, ça n'appartient pas à la nature de l'esprit. Ouais. Ok. Et donc, ces souillures peuvent être enlevées et l'esprit ainsi totalement purifié. Les stades de ce processus de purification constituent les étapes de progrès vers l'éveil. Ok. Très bien. Et donc là, on va parler des sources maintenant, des sources du texte qu'on va étudier. Il y a beaucoup de choses. OK. Et donc, il y a la mention à la page 28 de toutes les études que font les geishés. Ouais, ceux qui veulent obtenir le diplôme de geisha. Donc, il y a différents degrés de geisha. En général, ceux qui donnent des classes dans les grandes universités monastiques, ce sont les geishés Larampa. Ce sont les geishés de niveau supérieur. Ouais. Les geishés qui enseignent en général à la FPMT aussi, ce sont des geishés Larampa. Ouais. Et on a aussi, bien sûr, des geishés Ngagramba, comme l'un de mes enseignants, Otok Rinpoche, enfin, beaucoup de mes enseignants qui sont comme ça. Mais Otok Rinpoche, je me souviens à l'époque, c'était assez remarquable. Ngagramba, ça veut dire ceux qui étudient, bien sûr, les tantras après. Ouais. Ok, donc la plupart, il y en a beaucoup qui étudient les tantras après avoir étudié pendant 20-25 ans de philosophie dans les sutras. Ok. Donc, après, pour conscience et connaissance, cette désignation, à la FPMT, on a changé, on a mis esprit et cognition.
Et en fait, je serais d'avis de laisser tout simplement l'oric. Comme ça, il y a un écho quelque part. Il y a un écho quelque part. Ok. Ça peut pas être ceux qui ont le micro coupé. Ok. Très bien. Moi, je serais d'avis de laisser l'oric tout simplement, comme ça on sait de quoi on parle. Ouais, parce que des fois on dit esprit et cognition, des fois on dit conscience et connaissance, et souvent on ne sait plus de quoi on parle. Ouais. Donc, j'ai le Google Doc que Vénérable Détienne m'a envoyé, et donc j'essaie de faire des petites suggestions au fur et à mesure. Et là, j'ai mis conscience et cognition, mais je vais simplement remettre l'oric, comme ça on sait de quoi on parle. Mais après, si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez surtout pas. Hein. Ok. Très bien. Et voilà, et ensuite, dans la note 1, il y a la mention, en fait, parce que dans les grandes universités monastiques, il y a Sera, Drepung, Ganden, ils ont des cursus à peu près similaires, mais avec un nombre d'années différents. En général, ça tourne autour de 20-25 années d'études. Ouais. Dans les autres traditions, par exemple, Kagyu, Nyingma, ça peut être 10-15 ans, ouais, pour devenir Kempo. Pour devenir Kempo, mais chez nous, chez le Gelugpa, Kempo, ça veut dire abbé. Donc, c'est plus la même chose. Ouais, c'est l'abbé d'un monastère, etc. Mais dans les traditions Kagyu et Nyingma en général, Kempo, ça veut dire geshe chez les Gelugpa. Ok, donc voilà, c'est juste de la terminologie. Ouais. Très bien. Ok. Et il n'est pas rare d'ailleurs que dans d'autres écoles, on vienne étudier chez les Gelugpa. Par exemple, quand le troisième Kongtrul Rinpoche, dans la tradition Kagyupa, était de ce monde, il avait fait une levée de fonds pour envoyer des moines Kagyupa étudier à Drepung Losling. Parce que bah, ces universités sont réputées pour les bases de la philo. Ouais. Et aussi, Dzogchen Rinpoche avait étudié à Drepung Losling, semble-t-il, c'est ce que m'a dit Venerable Geshe Gensen. Et donc, il y a beaucoup de gens qui font ça, ouais, qui sont d'une école, mais qui vont quand même étudier dans les grands monastères, parce que c'est là où les études sont structurées d'une manière très élaborée. Ok, très bien, impeccable. Ok, donc n'hésitez pas hein, si vous voulez intervenir. Hein. Salut Tian, bienvenue. Bonjour, bonjour, je n'ose pas vous déranger, je suis désolée, je suis en Pas de retard. souci, pas de souci. On est à la page 28, oui, on essaie de voir à peu près tous ces corpus qui sont étudiés. Donc en général, il y a les cinq points, les cinq corpus, les cinq textes qui sont étudiés. On a donc le compendium de thèmes sur la cognition valide, c'est Dura. Ouais, ceux qui ont étudié pendant un mois ici à Nalanda, pendant un mois d'études intensives, savent ce qu'est Dura. Ouais. Ceux qui étudient ici le vendredi soir, en général, on a fait 3 saisons de Dura. Ok, donc c'est les bases de la philo. Et dans Dura, en général, il y a toujours un volet qui parle de l'auric, hein, souvent. Très bien. Et ensuite, il y a marqué les signes et les raisonnements. En fait, c'est Tariq en tibétain. Et un écho. Et un écho. Ouais. C'est Tariq en tibétain. Et donc, en fait, en français, on a simplement le terme qui convient déjà. On a logique. On a la logique. Ouais, donc, autant mettre logique plutôt une traduction extrêmement littérale, signe et raisonnement. Ouais, ça veut dire raison ou signe. Littéralement, c'est signe. Et Rik, ça peut être soit le raisonnement, soit les catégories, soit une généralité de catégories. Ouais. Donc ça peut être les catégories de raison, ça peut être traduit comme ça, pourquoi pas. Et donc pour éviter les, euh, les confusions, on peut tout simplement dire la logique. C'est tout simple. Ouais, la logique, tout le monde sait ce que ça veut dire. Ok. Ensuite, il y a marqué les perfections. Mais en fait, c'est pas de ça qu'il s'agit, c'est la perfection de sagesse. Oui. Vous avez tous étudié le Lamrim. Oui. Ouais. Ok. Donc vous êtes tous en train d'étudier le Lamrim. Ok. C'est en cours. Très bien. Et donc le Lamrim, c'est quoi? Ce sont les instructions quintessentielles pour comprendre de manière plus aisée, de manière plus structurée, l'Abhisamaya Lamkara. L'Abhisamaya Lamkara, c'est un traité d'Arya Maitreya qui commente la perfection de sagesse enseignée par le Bouddha. Ouais. Et donc, quand on dit parchin en tibétain, ça veut dire perfection de sagesse. On est en train de parler de l'Abhisamayalankara, le commentaire des perfections de sagesse, des prajna paramita. Ouais, donc là, ici, il ne s'agit pas de parler des perfections, les paramitas, il s'agit de parler de parchin, l'Abhisamayalankara, l'ornement des claires réalisations. Ouais, ça vous parle? Oui, Ok, très bien. Donc, il faut mettre simplement la perfection ou la perfection de sagesse, comme ça on sait de quoi on parle. Ok.
Ensuite, il y a une année sur l'auric, conscience et cognition. Ok, et il y a aussi donc, la perfection, donc très bien. Donc là, il donne juste dans la note le cursus des guéchés où ça d'ailleurs? À Depongomang, ouais. Ok. Et ensuite, il y a l'Abhidharma Kosha, trésor de la connaissance supérieure, ou on peut traduire comme ça, pourquoi pas, et la discipline, le Vinaya. Ok, donc moi je suis d'avis en général de garder les titres en sanskrit ou en tibétain. Souvent c'est ce que je fais pendant mes traductions. Comme ça au moins on est sûr de savoir de quoi on parle, parce que sinon d'un bouquin à l'autre ça change. Ok. Et après il y a la mention par rapport au collège Loseling de Jepung. Oui. Ok, là c'est pareil, on peut remplacer l'ensemble des thèmes sur la cognition valide par Dura, on peut mettre l'auric, on peut mettre la logique, etc., etc. Ok, très bien. Très bien, donc tout ça c'est juste pour mentionner un petit peu le contexte, ouais. Et ensuite on peut passer à la page 29. Ok, donc les présentations de l'auric justement, cognition et esprit, cognition. Oui, Excusez-moi, pardon, Vénérable. Je suis désolée oui. parce que je suis nouvelle en fait. Je sais pas comment je peux avoir le PDF en fait. C'est dans la discussion, dans le chat. Tu vois le chat ici sur en bas? En bas, dans notre conversation, Voilà, exactement. Et si tu remontes un petit peu, tu verras, il y a la charte que tu as déjà vue et le PDF aussi. tout au début, c'est ça? Oui, je l'ai republié plusieurs fois, donc tu pourras le trouver facilement normalement. Ouais. Je vois. Attends. Si, c'est tout est dans la conversation, je vais regarder. Ouais, Oui, je oui, vais oui, tout est chercher. dedans. Ok, merci. Exactement. Très bien. Et donc, à la page 29, là, il y a vraiment le contexte, vraiment la source de tous ces textes. Donc, les présentations, justement, de l'Auric ont toutes leurs sources dans les œuvres des grands commentateurs indiens, Acharya Dignaga et Acharya Dharmakirti. En particulier dans le compendium de cognition valide. Ouais. Le compendium de cognition valide, il y a marqué de cognition avérée. Mais moi, je mets valide parce que dans beaucoup de textes, c'est mis valide. Donc, tout simplement, je remets valide parce que c'est toujours valide. Ok, très bien. Là, c'était juste une façon de traduire à l'époque. Ils mettaient cognition avérée, c'est pas très grave. Ok, très bien. Et donc, le compendium sur la cognition valide, c'est de Acharya Dignaga. Ouais, c'est le Pramana Samuchchaya. Oui, vous m'entendez? Oui. Ok. Le Pramana Samuchchaya. Ouais, donc, il y a des notes aussi en dessous, vous pouvez regarder. Ok, donc en général, il y a deux C, oui, c'est Samuchchaya, ouais, C, C-H-A, etc. Bon, ça, c'est pas très important. Ok, Acharya Dignaga. Et Acharya Dharmakirti, un siècle après, à peu près, est venu commenter le Pramana Samuchchaya, ouais. Et donc, il a composé 7 traités sur la cognition valide, ouais. Le Pramanavartika, c'est vraiment la source principale, c'est le corpus principal. Et après, il y a d'autres textes qui vont autour, ouais, qui vont commenter. Il y a le Nyaya Bindu, le Pramana Vinishchaya, etc., etc. Ouais, il y a plusieurs textes les 7 traités sur la cognition valide. Très bien. Et principalement la section du Pramanavartika, donc le commentaire du compendium de cognition valide. Ça, c'est très important, ouais. C'est ce qui est étudié en général, même dans le Master's Programme, c'est le second chapitre qui est étudié. Ouais, le second chapitre qui commente une strophe du Pramana Samuchchaya. Une strophe du Pramana Samuchchaya qui dit Tsemar Gyurba Drola Pencheba Tomba Deshe Kyola Chatselo. Oui, je rends hommage au protecteur, au Sugata, à l'enseignant qui, par compassion pour accomplir le bien des êtres, est devenu une autorité valide. Et donc cette strophe a servi de base pour le chapitre 2 tout entier du Pramanavartika. Donc pour mentionner les renaissances, comment est-ce qu'on devient une autorité valide? Et aucun Bouddha n'est Bouddha depuis toujours. Oui, on devient un Bouddha. Ouais, Tsemar Gyurpa en tibétain. On devient un Bouddha et donc il faut prouver les renaissances parce qu'il est rare qu'on devienne un Bouddha en une existence. Et donc c'est pourquoi il y a les renaissances qui sont démontrées, etc., etc., etc. Ok, très bien, très bien. Ensuite, l'exception notable est la partie consacrée à l'esprit et aux facteurs mentaux. Ici, il y a marqué fonction cognitive, mais on peut mettre facteurs mentaux. En général, c'est comme ça qu'on traduit Senjun. Ouais. Donc, en sanskrit, c'est chitta, c'est l'esprit, et chaita, c'est les facteurs mentaux. Il manque un H. Ouais. Chaita. L'exception. Ouais.
Ouais, c'est au milieu du paragraphe. Là, l'exception notable est la partie consacrée à l'esprit et aux facteurs mentaux au lieu de fonctions cognitives. Dans la parenthèse, il y a chaita, il faut rajouter un H. Cette chaita, c'est pour les facteurs mentaux. Et en tibétain, sem et senjung, c'est un J, c'est pas TCH, c'est un J, senjung. Ouais. Ok. Dont la source est, bien sûr, l'Abhidharma Aïe. Samuccaya. Allô? Oui, là, tu es coupé. Ah, C'est bon. ok. Ok. Ok, ça a coupé quand? Il y a 3 minutes ou tout de suite maintenant? Exception notable, tu as dit Semjung, voilà. Oui, Senjung, exactement, avec un J, ouais, Senjung. Dont la source est l'Abhidharma Samuccaya. Ouais, donc là, c'est pareil, il manque un C, il y a un C avant le CHA. C'est pas très grave. Ok. Très bien. Donc ça, tout ça, c'est si ça vous parle pas, si ça vous semble être un peu du charabia, c'est pas très grave. C'est juste les sources. Ça marche pas? Ça coupe. Ah bon? Ok. Ok. Ah non, pas chez Sabine, ni Vali. Ah, c'est peut-être pas à cause de moi. Alors, c'est moi. Ok. Ok. Très bien. Donc ces textes indiens, ainsi que plusieurs de leurs commentaires indiens, ont été traduits en tibétain au plus tard au XIe siècle, et les Tibétains ont continué à en écrire eux-mêmes des commentaires. Ok, ils ont aussi inauguré une tradition consistant à extraire certains sujets importants de ces textes et de les présenter en conjonction avec le mode de raisonnement Sautrantika. Ouais, donc là, on peut mettre un petit S parce que c'est un adjectif. Ok, et dans le Google Doc, j'ai rajouté les signes diacritiques parce que Vénérable Dechen m'a dit qu'à l'avenir, les éditions Mariana comptaient rajouter, enfin, retranscrire le sanskrit comme on fait d'habitude, avec les signes diacritiques. Et donc, j'ai commencé à faire ça. Ok. L'érudit Kadampa du XIIe siècle, Chapa Chökyi Senge, ouais, Chapa Chökyi Senge, ok, fut le premier à écrire ce type d'ouvrage. Ouais, c'était le premier Dura, en fait. C'était le premier Dura qui existait au Tibet. Et hélas, le texte a disparu. Donc son texte désormais perdu était divisé en 18 sections, dont l'une s'appelait une présentation des objets et possesseurs d'objets. Ouais, donc l'oric. Donc les objets et l'oric, les possesseurs d'objets, les consciences. Bon, les possesseurs d'objets, il n'y a pas que les consciences, bien sûr, mais ça, on verra ça plus tard. Ce sujet inclut ce qui est désormais étudié dans l'oric, justement. Ok, très bien. Et dans la lignée Sakya aussi, il y avait Sakya Pandita. Donc la lignée Sakyapa, donc quand c'est un adjectif, on rajoute le pa, Sakyapa. Et quand c'est le substantif, il y a juste Sakya. Donc, soit on enlève la majuscule, soit on enlève le PA. C'est comme on veut. Ok. Donc, Sakyapa, dans ce cas-là, c'est adjectif, il n'y a pas besoin de la majuscule. Ouais. Écrivez un commentaire des textes indiens sur la cognition valide intitulé Le trésor de raisonnement. Ouais, le Tsemarikter. Ok. Très bien. Le second chapitre de cet ouvrage est une présentation complète de l'Oric. Sakya Pandita en écrivit lui-même un commentaire et les érudits de la tradition Sakya, ou Sakyapa, ont abondamment commenté sur cette base. Ok. Le fondateur de la lignée Gelug, ouais, Jetsongkhapa, n'a pas écrit personnellement de présentation spécifique de l'Oric, mais a en revanche composé un bref commentaire d'introduction aux 7 traités d'Acharya Dharmakirti qui s'appelle La porte d'entrée aux 7 traités qu'on a en tibétain. Ça n'existe pas encore en français, mais en tibétain, on l'a. Ouais, c'est extrêmement précieux. Donc, c'est certainement l'un des premiers textes que la Tsongkhapa a dû composer. Il y a des choses intéressantes dedans. Il y a pas mal de points qui permettent d'être débattus. Par exemple, quand il divise les possesseurs d'objets ou les impermanents, il dit il y a les impermanents qui sont des formes et les impermanents qui sont des consciences. Et si vous avez étudié Dura, vous savez qu'il y a une troisième catégorie d'impermanents. Les sens, Qui sont ni forme ni conscience. Oui, les composés non associés. Tout à Ouais. fait. Ah, des impermanents. Oui, ouais. Donc c'est intéressant. Donc certainement la Tsongkhapa a laissé des petites mines pour qu'on puisse essayer de, de débattre et d'essayer de développer l'esprit critique. C'est intéressant. Ok, très bien. Et donc c'est la porte d'entrée aux 7 traités, oui, qui élimine la confusion mentale. Ouais. Et donc il y a un texte de Kedubji aussi qui s'appelle comme ça, mais
Il ne faut pas les confondre, ouais, qui élimine l'obscurité mentale. Il comporte 3 parties, dont la seconde, possesseur d'objet, est une présentation de l'Oric. Son disciple Kerubje a écrit un commentaire plus élaboré sur les 7 traités d'Acharya Dharmakirti intitulé Éliminer l'obscurité mentale ou l'obscurité de l'esprit concernant les 7 traités. Et le vénérable Geshe Nandak avec le vénérable Geshe Lektsok ont traduit en anglais une bonne partie de ce texte-là de Kerubje avec un commentaire de Sergei Kensur Rinpoche. Et donc ça s'appelle comment ça s'appelle? Ok. Freedom, je crois que c'est Freedom, oui. Freedom through correct knowing. Ouais, je remettrai sous la vidéo des informations, tout ça, ouais. Ok. Ouais, vous m'entendez, ça va? Oui, oui. Skype me dit que la connexion, ouais, pas très bien. Ok, donc je remettrai la biographie, la bibliographie, hein. Ok, très bien. Et il y a aussi Gyalwa Gendundrup, le premier Dalai Lama, un autre disciple majeur de Jetson Kappa, qui rend compte de façon exhaustive de logique dans son ornement. Pour le raisonnement avéré, en fait, c'est Tsemarik Gen. Oui, Tsemarik Gen. Ok. Donc, en effet, on pourrait dire que c'est l'ornement de la cognition valide et de la raison. On peut le traduire comme ça, oui, Tsemarik Gen. Ok. Très bien, très bien, très bien. La première présentation Gelugpa, en fait, si on met l'adjectif, ce sera Gelugpa avec un petit G, uniquement consacrée à l'Oric, fut certainement celle du Panchen Sonadjarpa, auteur des manuels du collège de Losoling au monastère de Jepung. Donc ceux qui étudient le PEBA en ce moment, le Basic Programme avec Vener Geshe Darpala, c'est ce texte-là qu'il emploie pour donner ses classes. Ouais. Donc ça c'est très important d'avoir justement différents angles, différentes perspectives, et ça permet de mettre en relation, en comparaison les autres textes. Donc c'est très, très intéressant. Ok, auteur des manuels du collège de Jebung Losoling. Le second fut celui de Kunkien Jamyang Shepa, ouais, auteur des manuels du collège de Gomang du monastère de Jepung, ouais, qu'on a aussi en tibétain. On l'a pas encore en français, mais ouais, c'est celui-là qu'avait commenté Vénérable Rinpoche dans les Alpes il y a quelques années. Et donc, voilà, c'est celui du monastère de Jepung Gomang. Mais cet ouvrage, 7 au masculin, cet ouvrage, est moins une composition formelle sur ce thème qu'une transcription de ses cours adressés à des étudiants débutants. Ok. Vient ensuite une présentation très complète par Losang Dayang sous la forme d'une compilation de toutes les œuvres précédentes. Donc je ne connais pas celui-là, ça a l'air intéressant. Ok. Donc ça veut dire qu'on a encore de quoi fouiner, on a encore de quoi creuser le sujet. Ok. Ensuite, il y a l'explication de l'Oric, donc les objets, les possesseurs d'objets, et l'Oric inclut dans la clé magique de la voie du raisonnement en présentation de l'ensemble des thèmes révélant le sens des traités sur la cognition valide. Ouais, ça vous parle ce titre-là, non? Ah ben oui. La clé magique. Ouais, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Pour Butcher. C'est pour Butchok, oui, qu'on étudie en général à la FPMT quand on étudie le PEBA. C'est ce texte-là qu'on étudie. Et on a étudié bien sûr Dura à Nalanda avec ce texte-là. Ouais. Ok. Donc de Yongdzin Purbuchok, c'est un autre traité récent important. Ouais. Yongdzin Purbuchok était le tuteur en philosophie des 12e et 13e Dalai Lama. Ouais. Ok. Yongdzin, en général, ça veut dire tuteur. D'ailleurs, il y a un autre traité d'un autre Yongdzin, Yancheng Awelojo, qui existe en anglais et en tibétain, bien sûr. Et c'est très important de faire ces comparaisons. Ok. Yongdzin, Akya Yongdzin, on l'appelle aussi Akya Yongdzin. Ceux qui ont étudié les tantras au Basic Programme se souviennent de son nom. C'est lui qui a composé le texte sur les 3 corps basiques. Ouais. Ok. Et on trouve aussi en anglais, dans Pointing the Way to Reasoning, on trouve aussi le Lorik de Serame de Gendun Tendarwa. Et donc, c'est très intéressant. Il y a le tibétain, il y a l'anglais, tout ça. Donc, ça permet de faire des comparatifs là aussi. Ok, c'est à peu près tout ce qu'on a en magasin, hein. Pas mal. C'est déjà pas mal. Ok, très bien. Ok, bon, sciences et connaissances, ok, très bien. Euh,
au Tibet. Donc, ce manuel utilisé par le collège Loseling pour l'Auric possède la particularité d'être une présentation très concise qui n'adopte pas le style syllogistique habituellement utilisé par ce genre de traité et s'attache à rendre directement accessibles les points principaux des thèmes de l'Auric. Ok. Ok, donc là, il parle de celui de Geshe Jampel Sampel, ouais, celui qui est justement dans le texte qui est commenté par la Tirimboche. Et en effet, il y a beaucoup de textes comme celui de. Enfin, il y a beaucoup de textes qui parlent de manière syllogistique, qui disent il s'ensuit qu'il y a deux types de cognition valides parce qu'il y a la cognition valide directe et la cognition valide inférentielle. Donc, c'est sous forme de syllogisme. Oui. Et le texte de Geshe Jampel Sampel, qui est commenté par la Tirimboche, est plus simple. Il donne juste des phrases plus simples. Donc, on a de la chance. C'est plus simple, c'est plus facile. Ou c'est moins difficile. Ok. Ok, très bien. Ok. On a encore du temps? Oui, c'est cool. Donc, il est évident que la tradition tibétaine de l'Auric dérive et s'inspire des sources indiennes. Oui, ça, c'est vraiment immanquable. Pourtant, les Tibétains ont aussi apporté des contributions importantes sur ce thème en le systématisant et en affinant ses usages terminologiques. Ouais, là, ça devient flagrant si vous étudiez Recognizing Reality de Geshe Dreyfus. Recognizing Reality, c'est vraiment la Bible de l'épistémologie bouddhiste. Donc, on voit carrément en effet qu'il y a les sources indiennes, Acharya Dignaga et Dharmakirti, et qu'ensuite il y a les interprétations tibétaines, ouais, en particulier Sakyapa et Gelugpa. Donc, il fait des comparatifs et c'est très, très intéressant pour ceux que ça intéresse. Ok. Très bien. Et donc, on voit en effet que les Tibétains ont parfois des lectures légèrement différentes. Ils n'interprètent pas nécessairement de manière littérale ce que vont dire les maîtres indiens, mais ils sont attachés à respecter la tradition. Donc, ils veulent respecter la tradition et prendre comme source ces maîtres indiens, mais parfois, ils vont l'interpréter d'une certaine manière parce que, tout simplement, c'est aussi la liberté d'interprétation, l'exégèse, les commentaires. C'est aussi l'esprit critique qu'on doit développer, ouais. C'est très important l'esprit critique, ouais. D'accord, prendre comme source les textes indiens, mais aussi de se faire ses propres conclusions. Ouais. L'esprit critique de nos jours, c'est très important si vous regardez sur Facebook en ce moment. Ouais, une petite vidéo de 3 secondes sort et ça y est. Et là, le venin est craché. Ouais, les gens ne cherchent pas à connaître les tenants et les aboutissants, les raisons du pourquoi et du comment, la culture tibétaine, etc., etc. Et voilà, donc l'esprit critique, c'est tellement important. La cognition valide, c'est tellement important. Très bien. Ok. Les Tibétains estiment, en se référant aux sources, que l'ensemble des différents sujets et divisions de l'Auric, donc en cognition, conscience et cognition, ont pour origine des textes indiens, mais ces derniers n'utilisent pas toujours explicitement les termes qui sont utilisés au Tibet. Ouais. À titre d'exemple, dans la division septuple des consciences et cognitions, donc des cognitions tout simplement, seulement 4, les 2 premières et les 2 dernières, donc perception directe, cognition inférentielle, doute et cognition fausse, sont mentionnés littéralement par Acharya Dignaga ou Dharmakirti. Les 3 autres, cognition subséquente, supposition correcte et cognition inattentive, ne sont pas mentionnées explicitement, mais d'après les sources citées par Jamyang Shepa. Elles sont nécessairement comprises dans l'ensemble. Ok, c'est ça qui est intéressant, ouais, c'est qu'il y a toujours des débats. Oui, ok, donc la division septuple, on va bien sûr l'appréhender, on va la disséquer. Ok, donc les 2 premières, ouais, perception directe, c'est quoi une perception directe? Livre. C'est quoi? Cognition libre de conceptualisation et non erronée. Voilà, paf, 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 comme un mantra. Comme un mantra. Voilà, comme Om Mani Padme Hum. Là, c'est cognition libre de conceptualisation et non erronée. Très bien, en effet, c'est une perception directe. Ensuite, Eustache, toujours la définition d'une cognition inférentielle? Voilà. C'est une cognition, elle est forcément conceptuelle. Oui. Avec,
en application, je crois, d'une raison valide ou quelque chose comme ça. Oui, exactement. En effet, on pourrait mettre la définition, oh là là, entre parenthèses. Ok, très bien. Donc, c'est une cognition conceptuelle qui est, hum, c'est quoi déjà? Ok, qui est directement produite en dépendance de son support. Raison valide. Une raison valide, ouais, et qui réalise nouvellement son objet, ouais, parce que il faut, alors on verra des débats, bien sûr, hein. Chez Youngzin pour Boutchok, une cognition inférentielle est nécessairement valide, ouais, alors que par exemple, pour le texte que va commenter la Poitiers, c'est pas nécessairement le cas, ouais. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une cognition valide, une cognition inférentielle et conceptuelle se fonde sur le raisonnement, ouais, et elle doit réaliser son objet. Ouais, ok. Après, est-ce qu'elle les réalise nouvellement ou pas? C'est là où il peut y avoir des débats. Est-ce qu'une condition valide est nécessairement, est-ce qu'une condition inférentielle est nécessairement valide? Là, il va y avoir des débats. Certains vont dire qu'il y a des conditions inférentielles subséquentes, comme Geshe-Jampel ici. Ouais, Geshe-Jampel-Sampel va dire ça. Ok, donc c'est pas très grave, c'est juste pour vous donner les antipasti, ouais. Ok. Ensuite, on a les deux dernières qui sont quoi? Les deux dernières, c'était le doute et la cognition fausse. Oui. Le doute, c'est quoi? Il hésite entre deux missions. Il hésite entre deux missions. Entre Oui, deux points. oui, exactement. Ok, très bien. Donc, c'est une cognition qui doute, qui oscille ou qui hésite par son propre pouvoir entre deux possibilités. Ouais. Ok, très bien. Donc, par son propre pouvoir, parce que, ok, ça, on avait vu ça la dernière fois. Ok, donc je vais pas le redire. Ok, mais c'est juste que c'est la fonction du doute. C'est son boulot de douter, d'hésiter. Ok, et tout le reste de la conscience qui est associée au doute va hésiter, mais par le pouvoir du doute. Ok, c'est juste pour ça. Et ensuite, la cognition fausse. Ah oui, Vali, oui, tu as levé la main. Oui, c'était par rapport toujours cette cognition inférentielle. Donc, du coup, si je comprends, c'est un truc que j'ai du mal un peu à concevoir. Donc, par exemple, je vais voir un tire-bouchon et je ne vois pas du tout à quoi ça sert. Et tout d'un coup, on m'explique ce que c'est un tire-bouchon et j'ai compris. Et c'est ça, en fait. Parce Oui, en fait, je réalise tout d'un coup à quoi il sert et voilà, donc s'il est valide. Alors avant, c'était un truc que je ne voyais pas que ça sert et tout d'un coup, je vois le tire-bouchon à quoi il sert. oui. Est-ce qu'on Ok. peut dire que c'est ça? Alors, ça y ressemble, mais ce qu'il faut essayer de voir, c'est que la cognition inférentielle doit reposer sur un raisonnement. Ouais. Si par exemple, justement, on voit un tire-bouchon et qu'on ne sait pas ce que c'est, et qu'on nous dit bah, c'est un tire-bouchon, est-ce qu'on raisonne? Pas nécessairement. Par contre, on associe l'objet et son nom. Ouais. Donc ça veut dire que on a une conscience conceptuelle qui dit tiens, c'est un tire-bouchon, d'accord, j'ai compris que c'était un tire-bouchon, mais c'est pas inférentiel. C'est juste que c'est en accord avec la réalité, c'est factuellement concordant, mais inférentiel, ce serait employer une raison. Ouais, il faudrait employer une raison. Si par exemple, on dit, OK, pour le tire-bouchon, j'ai du mal à trouver une raison. Il y a d'autres exemples peut-être. On pourrait dire, oui, on pourrait dire, par exemple, bah, un tire-bouchon, cet objet est nécessairement un tire-bouchon parce qu'il est comment ça s'appelle, en spirale. Il est en spirale et ça permet d'extraire le bouchon. Et donc, on fait un raisonnement. Et donc, à l'issue de ces raisonnements, on a une cognition inférentielle. Ouais, si on fait un raisonnement. Si on ne fait pas de raisonnement et qu'on nous dit, OK, ça c'est une table, ou ça s'appelle Tisch en tibétain, pardon, n'importe quoi en allemand. OK, on dit ça, ça c'est une table et ça s'appelle Tisch en allemand. Et donc, est-ce qu'on fait un raisonnement? Non, on nous dit juste, on connecte une invitation à l'objet. Ouais. Et Du donc, coup, notre même si conscience. il n'y a pas de... Oh, pardon. Oui. Du coup, même si on réalise pour la première fois, c'est une conception, c'est une conscience conceptuelle, mais sans raisonnement, on ne peut pas dire que c'est une conscience valide. Exactement. Ouais, donc Ouais. il faut la subordonner parce que c'est un tire-bouchon, parce que. Oui, En fait, c'est ça. exactement. Tout à Ok, fait. d'accord. Exactement. C'est tout à fait ça. Ouais, s'il y a un raisonnement, s'il y a la subordonnée, parce que, etc., à ce moment-là, en effet, le résultat de ces raisonnements
sera une cognition inférentielle, ouais. Si c'est un raisonnement valide. Parce que là, c'est pareil, il faut étudier la logique, et il y a des raisonnements qui sont totalement à l'ouest. Mais il y a des raisonnements valides. Si c'est une raison valide, puisque la définition, c'est rangiten tayanda la tene, ouais. Tayanda, donc une raison valide, ouais. Ok, très bien, Merci. excellent. Et ben c'est super tout ça. Et donc, le doute est la cognition fausse. Ouais, la cognition fausse, c'est quoi? Qui engage son objet de manière erronée. Voilà, qui engage son objet de manière incorrecte. Incorrecte. Oui. Parce que une conscience conceptuelle qui, par exemple, la cognition inférentielle, qu'on vient juste d'évoquer, elle s'engage vers son objet de manière erronée, puisqu'elle est conceptuelle, non? Oui, Et pourtant, c'est pas une cognition fausse. oui. Donc, si on dit qu'il engage son objet de manière erronée, ça veut dire que toutes les consciences conceptuelles, au moins toutes les consciences conceptuelles seraient des cognitions fausses. Mm. Ouais, ça poserait question. Donc là, c'est chinchilok tu shuberipa. Ouais, en tibétain, chinchilok, ça veut dire complètement de manière distordue, de manière incorrecte, à l'opposé de la réalité. Chinchilok en tibétain. Ouais, donc c'est pourquoi on peut mettre qu'il engage son objet de manière incorrecte. De manière inverse, mais inverse, ça fait un peu bizarre. Donc de manière incorrecte, oui. Ok, on pourrait dire un rebrousse-poil. Oui, Valérie? Oui, bah oui, cette histoire de erroné et faux, ça m'a posé beaucoup de problèmes. Et puis après, j'ai regardé ce qu'ils font les Allemands et effectivement, ils traduisent erroné par distordu. Ah, Alors, voilà. ok. Et donc, du coup, j'ai compris la différence entre faux. Alors, faux c'est trügerisch. Donc, Ok. c'est oui, et puis l'autre, c'est verzerrt. Donc, du coup, j'ai compris que c'est pas la même chose, en fait. C'est bien. Distordu et voilà. Exactement. Et enfin, faux, quoi. Ok, c'est génial. Ok. Donc, Donc, voilà, c'est vraiment distordu qu'ils utilisent, quoi. ouais, distordu, exactement. Une distorsion. Quand il y a une distorsion, en effet. Après, dans les textes, bon, après, quand on traduit en français, distorsion, qu'est-ce que ça pourrait être? Distorsion, oui. Ok. J'ai Ouais. une question. Oui, oui. Est-ce qu'on pourrait dire qu'une cognition fausse, par exemple, se trompe forcément par rapport à son objet d'engagement et une cognition erronée, ça serait par rapport à son objet apparent? C'est ça, oui. Ouais, c'est ça la définition. On pourrait dire ça, en effet, tout à fait. Ça veut dire qu'une cognition erronée, c'est à l'égard de son objet apparent, et une cognition fausse à l'égard de son objet d'engagement. Et là, il y a la cognition fausse dans la division septuple, où on mentionne pas si c'est un objet d'engagement ou un objet apparent. On dit Rangul la chinchilot pas. Et donc on dit que c'est une cognition qui se trompe, qui s'engage de manière incorrecte vis-à-vis de son objet, et on ne dit pas lequel. Pourquoi? Parce que quand c'est une cognition fausse non conceptuelle, à ce moment-là, l'objet apparent et l'objet d'engagement sont similaires. Si c'est une cognition fausse non conceptuelle. Ouais. Ça veut dire que si c'est non conceptuel, l'objet apparent et l'objet d'engagement sont similaires. Oui. Donc si on se trompe vis-à-vis de l'un, on se trouve nécessairement vis-à-vis de l'autre. Ouais, donc si on a une cognition erronée non conceptuelle, du coup, elle devient une cognition fausse. Oui. 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 Donc ça, bien sûr, on va le creuser, hein. C'est juste, c'est les antipasti, ouais, c'est les amuse-bouches. Mais on va le creuser tout ça, ouais. Ok. Mais au bout d'un moment, ça finit par s'éclaircir. Mais au début, bien sûr, ça semble un peu nébuleux parce qu'il y a ces termes en plus qui sont pas évidents. Mais vous allez voir qu'après, vous allez vous éclater. Je peux le garantir, le signer. Ok. Très bien. Donc le doute est la cognition fausse. Donc le doute est nécessairement conceptuel, mais la cognition fausse, pas nécessairement, ouais. Ouais. Ok. Très bien. Donc ça, les quatre sont mentionnés littéralement par Acharya, Dignaga et Dharmakirti. Et les trois autres, la cognition subséquente, la supposition correcte et la cognition inattentive, ne sont pas mentionnées explicitement, mais c'est Gunkyen Jamyang Shepa qui dit qu'elles sont nécessairement comprises dans l'ensemble. Ouais. Ok. Donc, cognition subséquente, c'est quoi? Cognition qui réalise ce qui a déjà été réalisé. Oui, une cognition qui réalise ce qui a déjà été réalisé. Très bien, parfait. Ok. Parce que si on dit réalise, tout simplement réalise ce qui a déjà été réalisé, ben on pourrait dire un réalisateur qui fait un remake. Désolé.
Il réalise un film qui a déjà été réalisé. Ok, donc une cognition qui réalise ce qui a déjà été réalisé, une cognition subséquente. Donc dans certains textes, par exemple, Keduje semble vouloir dire qu'une cognition subséquente est nécessairement conceptuelle, qu'il ne mentionne que la conscience conceptuelle qui parle du souvenir, qui dit tiens, j'ai vu du bleu. Ouais. Et Kunkian Jamyang Shepa semble dire à peu près la même chose, mais on pourra vérifier, on pourra mettre le nez dans les textes et faire des petites comparaisons. Et c'est ce qu'a recommandé Venerable Geshe Jakpala aussi, c'est quand on essaie d'étudier, de débattre, d'essayer de voir différentes définitions, différentes perspectives pour clarifier un peu tout ça. Et après, on peut vraiment jouer avec tout ça. Je me souviens une fois, j'ai débattu avec l'un de ses amis, Venerable Geshe Jakpala, Venerable Gen Tenzin Pemba, et on débattait et on parlait des définitions. Il m'a dit non, non, vas-y, donne n'importe laquelle. Et en fait, pour lui, on voyait qu'il maîtrisait tellement ça que n'importe quelle définition, il était prêt à débattre là-dessus. Là, c'est super. Ça veut dire qu'il y a déjà, là, il y a du niveau. Ok, très bien. Donc, la supposition correcte, c'est quoi? C'est une factuellement concordante, mais par hasard. Oui, ok. Ok, une factuellement concordante, mais par hasard. N'est pas infaillible. Elle Qui n'est est pas réfutable. infaillible. Exactement. Qui est réfutable. Elle est faillible, exactement. Alors, c'est vrai que dans les textes, avant, la FPM était réfutable ou irréfutable pour Ouais, faillible ça, et infaillible. Mais en fait, on pourrait dire que même une cognition valide, quelqu'un pourrait chercher à la réfuter. Et donc, elle est réfutable d'une certaine manière, mais elle est infaillible malgré tout. Donc, c'est pourquoi moi j'ai mis infaillible, miloa en tibétain, oui, avisamvadi en sanskrit. Donc, infaillible. Infaillible, ça veut dire qu'il réalise son objet. Alors que quand c'est faillible, ça ne réalise pas son objet. Ouais, comme quand vous regardez votre montre à 4 heures et il est 4 heures, mais votre montre est cassée à 4 heures. Elle s'est arrêtée à 4 heures. On vous demande l'heure, vous dites quelle heure est-il? Il est 4 heures. Ok. Et donc votre conscience est en accord avec la réalité puisqu'il est 4 heures. En tout cas, dans cette partie du monde, il est 4 heures. Ok. Et donc, on vous demande quelle heure il est, vous regardez l'heure et il est 4 heures. 5 minutes après, on vous redemande l'heure. Et là, vous allez dire quoi? Ah, tiens, peut-être qu'il n'était pas 4 heures. Donc, ça veut dire que votre cognition, votre supposition correcte est faillible. C'est-à-dire on peut la remettre en question. Oui. C'est-à-dire que vous vous dites, ah bah non, finalement, il n'était peut-être pas 4 heures. Et donc, si vous vous dites, il était peut-être pas 4 heures, vous commencez à douter, et là, c'est plus une supposition correcte. Ouais, vous êtes d'accord? Et oui. Ok. C'est facile, ça, non? Ok, très bien. Très bien. Et la cognition inattentive. La cognition inattentive, c'est quoi? Les maisons dans la rue. Les maisons dans la rue. Ok, sans ceux qui une maison est une cognition inattentive. Les maisons, oui, c'est le bon exemple. C'est la maison dans la rue. Vous discutez avec vos amis et vous voyez des maisons se présentent dans votre champ visuel, mais vous n'êtes pas capable de dire combien elles étaient, les couleurs, le nombre de fenêtres, etc. Oui, ok. Donc c'est une cognition inattentive. Elle est nécessairement non conceptuelle, oui, parce que elle a l'apparence claire de son objet d'engagement qui est un impermanent. L'apparence claire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une conscience qui a l'apparence claire, ça veut dire qu'elle est nécessairement non conceptuelle. C'est ça que ça veut dire, l'apparence claire. Oui. Ok, très bien. Très bien, très bien. L'apparence claire, ok. La cognition inattentive, très bien. Donc, la cognition inattentive ne réalise pas son objet non plus parce qu'elle n'est pas capable de générer une certification, une certitude par rapport à cet objet. Ouais, ça parle à tout le monde? Oui. Ok, bravo, bravo, c'est super. C'est vraiment super. Très bien. Donc, ces derniers termes étaient déjà courants du temps de Sakapandita et peut-être même du temps de Chapa, Choki Sengye, ouais. Mais la question de savoir s'ils représentent une innovation tibétaine ou ont pu être présents dans des commentaires sanscrits tardifs n'est pas résolue. Ouais. Donc, vous pouvez voir aussi dans Recognizing Reality, ouais, il y a des mentions par rapport à ça. Ouais. Il y en a certains vont dire que non, par exemple, le doute, la supposition correcte, etc. Si, par exemple, dans le texte que Venerable Geshe Jakpala commente, celui de Panchen Sona Jakpa, il dit que la cognition fausse et le doute qui tend vers le non factuel, il y a des bases communes. Ouais. Alors que chez Yongzin Purwochok, il n'y a pas de base commune. Ouais.
Donc, c'est là où on voit des distinctions. Peut-être que dans les traités sanscrits, etc., peut-être que pour eux, le doute qui tend vers le non factuel, c'est peut-être une cognition fausse. Pourquoi pas? Ouais. Et on pourrait se dire, si le doute qui tend vers le non factuel pourrait avoir des bases communes avec la cognition fausse, pourquoi est-ce que le doute qui tend vers le factuel n'aurait pas des bases communes avec la supposition correcte? Eh oui. Ah, ok. Très bien. Et donc, dans ce cas-là, pourquoi rajouter la supposition correcte? On pourrait tout simplement dire supposition correcte égale doute qui tend vers le factuel. Ouais. Donc, mais c'est vrai que j'ai discuté l'autre jour avec Venera Geshe-Gensen qui m'a dit oui, mais le doute, alors que la supposition correcte, non. Mm. Et la cognition fausse, non plus. C'est-à-dire que le doute, lui, il oscille, il hésite entre deux possibilités. Alors que la cognition fausse, on s'engage, on se vautre allègrement dans l'erreur. On ne doute pas, on n'hésite pas, on y va à fond. Et la supposition correcte aussi, d'une certaine manière, la supposition correcte ne doute pas, elle est unipointée vers son objet, même si elle ne le réalise pas. Ouais. Donc c'est pourquoi on pourrait dire qu'il n'y a pas de base commune entre ces différentes consciences, ouais, supposition correcte, doute et cognition fausse. Ok, donc on aura largement le temps d'y revenir, ouais, vous inquiétez pas. Ok, si ça semble un peu nébuleux. Très bien, et si ça ne semble pas trop nébuleux, à ce moment-là, vous êtes sur la bonne voie. Mais voilà, c'est vraiment super parce que, comme disait Shantideva, il n'est rien qui ne devienne plus facile avec de l'habitude. Ouais, donc ça veut dire qu'au début, on galère un peu, mais après, on finit par apprécier ce genre de texte. Après, on s'éclate vraiment. Ok. Très bien, bien que cela soit, donc page 33, bien que cela soit un sujet d'investigation futur prometteur, le but de ce livre est d'exposer clairement la présentation Gelugpa, avec un petit G et un pas, Gelugpa, de l'Auric dans le contexte de la tradition orale. Parce que ces textes, c'est important de recevoir des commentaires, de mettre en chair et en os. Ouais. Donc ça, c'est très important. Ouais. Les lire tout seul, c'est très, très compliqué. Et en plus, non seulement recevoir des commentaires, mais débattre là-dessus. Il faut débattre. Ouais. Et ça, c'est très, très important. Et donc, bien sûr que si ça vous intéresse, on pourra débattre. Ouais. Parmi les 4 systèmes philosophiques bouddhiques étudiés au Tibet, à savoir en ordre ascendant, Vaibhashika, Sautrantika, Chittamatra et Madhyamaka, le point de vue spécifique adopté pour l'étude de l'Auric est celui du Sautrantika, et plus précisément le second de la division des Sautrantika, ceux qui suivent les Écritures et ceux qui suivent la raison, ou ceux qui suivent le raisonnement. Donc c'est le Sautrantika qui suit le raisonnement. Ouais, c'est une école spécifique de Sautrantika. Ouais. Ok, donc là c'est pareil, on aura le temps d'y revenir. Néanmoins, la présentation générale est commune au moins au système Sautrantika, Chittamatra et Madhyamaka. L'étude de l'Auric représente donc une assise commune pour tous les domaines étudiés, ne requérant que des modifications mineures selon les systèmes. Ça, c'est un point très important. C'est-à-dire que souvent, quand on dit « ouais, je vais connaître l'esprit, je vais étudier l'esprit », on se précipite dans le Mahamudra, etc., dans la méditation sur la vacuité de l'esprit, etc., sans chercher à étudier ces fonctions de l'esprit, les cognitions, etc. Et ça semble être une erreur de ce point de vue-là. Parce que si on veut connaître l'esprit, il faut connaître dans toutes ses facettes, pas uniquement le Mahamudra, pas uniquement la vacuité de la conscience mentale, mais toutes ces facettes de l'esprit, puisque après, quand on veut étudier les textes classiques, il y a toujours ces mentions, cognition erronée, cognition non erronée, etc., etc. Et dans les tantras aussi, il y a tout ça. Donc, depuis l'alphabet tibétain jusqu'à la poésie des tantras, il y a de toute façon ces mentions du Lauric. Et donc, si on les étudie chez les Sautrantika d'abord, ensuite on comprendra d'autant mieux le Chittamatra et bien sûr la voie médiane, le Madhyamaka. Et si on comprend le Madhyamaka, on pourra comprendre le Mahamudra. Ouais, donc sinon, c'est pas la peine. Sinon, on peut essayer de méditer sur la conscience mentale sans même nécessairement faire la distinction avec les consciences sensorielles et d'être dans un état d'esprit un peu planant, etc., sans nécessairement être au fait avec une conscience vivace de ce que représente l'esprit. Ouais. Mais ça, c'est très important. C'est pourquoi tous ces grands maîtres comme Venera Geshe Damdul, même quand ils enseignent le Mahamudra, on avait fait une retraite au Sankala Chakra sur le Mahamudra, et ils faisaient en sorte qu'on garde l'esprit très actif, très vivace. Parce que sinon, on finit par planer, un peu lobotomiser, on se dit « Ah ouais, je médite sur le Mahamudra », on est complètement à côté de
on est un peu, on s'entraîne à une confusion mentale très subtile. Et qu'est-ce que ça va engendrer? Une renaissance animale. Et donc, il faut surtout éviter tout ça et garder l'esprit très actif, très vivace. Et grâce à ces raisonnements, grâce à cette étude des différents débats, etc., ça permet de garder cet esprit extrêmement vivace. Ok, donc là, c'était juste une petite digression. Très bien, l'esprit et ses genres. Donc là, c'est intéressant parce que là, il y a le vocabulaire. Donc la cognition. La cognition, donc c'est vrai que moi, je peux traduire de manière un peu différente parfois. D'autant que là, il manque des éléments et certains parfois sont rajoutés. Ok. Donc là, dans la première phrase, la cognition, jnana en sanskrit et shepa en tibétain. Par contre, le traducteur français a rajouté nambar shepa. Et en anglais, ça n'existe pas. Il y a le texte anglais ici, Mind in Tibetan Buddhism, c'est la version anglaise, traduite par Jeffrey Hawkins. Non, par Elizabeth Napper, pardon. Oui. Et il n'y a pas nambar shepa. Et nambar shepa, ça veut dire conscience. Donc il faut enlever nambar shepa. Ouais. Oui. Il faut enlever nambar shepa dans la parenthèse. Parce que nambar shepa, c'est conscience, c'est vijnana. C'est pas jnana, c'est vijnana. Oui. Ok. Et donc c'est équivalent avec esprit, chitta. Et c'est équivalent aussi avec yi. Yi, c'est quoi? C'est manas en sanskrit. Manas. Ouais. Ok. Donc ça, dans le Google Doc, j'ai rajouté tout ça, ouais, parce que ça manque. Et là, il faut enlever nambar shepa, ouais. Donc là, c'est le traducteur français qui rajoute, parce que pour lui, dans la suite du texte, il dit que c'est équivalent, mais pas toujours, loin de là. Ouais. Ok. Ok. Donc ensuite, il y a la conscience, buddhi ou lo en tibétain. Ouais. Donc on peut dire cognition aussi dans ce cas-là. Ouais. Ou entendement. Bon, c'est plus compliqué pour entendement, mais ça donne bien cette notion aussi. Et la connaissance, samvedana, sont synonymes. Donc moi, je mets cognition à chaque fois. Tout simplement, c'est plus ça. Je mets cognition à chaque fois. Ok. Donc synonyme, ça veut dire que en fait, ça renvoie à la même chose. On pourrait dire sont équivalents plutôt. Parce que synonyme, ce sont différents termes qui ont la même définition, en général. Ouais, quand on dit synonyme. Mais ici, ils sont équivalents, mais ils peuvent avoir des définitions différentes. Ouais, c'est juste ça qui change. Ok. Ok, ok. Très bien. Donc ici, oui, c'est dans la note où il dit que voilà, c'est synonyme, etc. Mais en général, c'est Shepa et Nampar Shepa ou Jnana et Vijnana sont quand même différents. Ils sont différents et ne sont pas équivalents. Très bien. Donc ça, c'est juste des petits détails. Pour ce qui est du domaine de l'esprit, ces termes ont une application des plus larges. N'importe quel genre d'esprit, donc chitta, chitta avec deux T, chitta, et sem en tibétain, ou de facteur mental, donc fonction cognitive, ici c'était traduit comme ça, mais on peut dire facteur mental, chaita, ou semjung, là aussi c'est un J, semjung, est une conscience, une connaissance et une cognition. Ouais, mais pas une conscience principale, hein, donc on verra bien sûr des détails là-dessus. Ok, donc là c'est juste de la terminologie, hein, c'est là que j'ai rajouté un passage pour parler de yi aussi, de manas. Ouais. Ok. Dans la mesure où les instances de l'esprit sont des consciences momentanées et des fonctions actives de conscience, tous ces termes sont à entendre dans un sens actif. Ouais. Ça veut dire que une conscience s'engage vers son objet, c'est pas quelque chose de passif. Ouais, c'est pas comme quand on est en train d'écrire, on écrit sur le papier est gribouillé de manière passive. C'est pas de ça qu'il s'agit. La conscience s'engage de manière active vers son objet. Ouais. Donc ça, c'est important de le voir. Ok. Selon le bouddhisme, l'esprit n'est pas conçu simplement comme un réservoir d'informations, voilà ce qu'on vient de dire, ou comme un mécanisme du cerveau, mais comme des moments individuels de conscience dont le continuum produit une impression de connaître. Ouais. Donc là, il y a marqué connaissance, mais comme on l'avait vu avec Geshe Dreyfus, il dit que connaissance, c'est un contenu informatif temporairement présent dans la mémoire. Ouais. Quand on dit je connais l'alphabet, je connais telle personne, etc., connaissance, quand on dit que cette personne, tiens, elle a des connaissances dans tel ou tel domaine, etc., ça veut dire qu'elle connaît ces choses-là, c'est du contenu informatif temporairement inscrit dans sa mémoire. Mais là, quand on parle de conscience, c'est pas nécessairement ça, une conscience, c'est un événement mental.
Ouais, c'est un événement cognitif. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est pour ça, moi, je ne mets pas connaissance, je mets conscience ou cognition. Ok, très bien. Et il reste du temps, c'est merveilleux. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Non. Non, ça va? Ok, très bien. Très bien. Donc là, on entre dans la division septuple. Là, on commence à entrer dans le praliné. La conscience peut être divisée de plusieurs manières. La division septuple est particulièrement importante. Ok, perception directe, cognition inférentielle, cognition subséquente, supposition correcte, cognition inattentive. Ouais, moi je mets cognition inattentive, c'est pas grave. Doute et cognition fausse. Ok, très bien. Donc là, je ne sais pas pourquoi parfois il y a des majuscules, ouais, comme à Tetsom dans le doute, ou Lorkshe dans cognition fausse. Je ne sais pas pourquoi il y avait des majuscules, peut-être c'est des coquilles de l'époque, c'est possible. C'est tout à fait possible. Ok, donc moi je rajouterai les signes diacritiques pour le sanskrit, et voilà, ça c'est pas très grave. Très bien, donc les perceptions directes. Ok, donc tout à l'heure Stache a donné le mantra, cognition, libre de conceptualisation et non erroné. Donc là, ils ont mis connaissant. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une tradition américaine qui, au lieu de mettre cognition, mettait connaissant ou connaisseur. Ouais. Knower en anglais. Donc c'est une tradition de certains traducteurs américains qui ont fait comme ça. Par exemple, Elizabeth Napper, elle fait comme ça, elle met knower au lieu de mettre, quoi d'ailleurs? Cognition, par exemple. Ouais. Et donc, nous, en français, quand on a étudié le Basic Programme, certains anglophones même étaient persuadés qu'on parlait d'une personne quand on dit un connaisseur ou un connaissant. Ouais. Par exemple, quand quelqu'un est un connaisseur en thé ou en chocolat, on dit que c'est une personne experte en thé ou en chocolat, non? Un connaisseur, ça c'est une personne, ah ça c'est un connaisseur, ouais. Mais en fait, ici, on parle d'événements mentaux qui ne sont pas des consciences. Donc, c'est pourquoi ils vont mettre cognition ou conscience plutôt que connaissant ou connaisseur. Ouais. Donc, à la FPMT, ça a été corrigé. Avant, ils mettaient connaisseur, on a tout corrigé. Ouais. OK. Très bien. Donc, une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Oh là là. Pourquoi est-ce qu'il faut mettre non erronée? Et Elle ne salut Christine. Bonjour. Elle ne se trompe pas sur son objet apparaissant. Oui, exactement. Une perception directe ne doit pas se tromper par rapport à son objet apparent, son objet apparaissant. Moi, je mets objet apparent, désolé. À la FPMT, on n'a pas encore corrigé, il faut remettre apparaissant pour l'instant. Ok. Donc, une cognition. Mais moi, c'est juste parce que j'ai l'habitude de dire apparent. Donc, si je dis apparent, gardez à l'esprit que je parle d'apparaissant. Ok. Très bien. Donc, une perception directe, si on ne mettait pas non erroné, quand vous voyez un mirage, c'est une cognition, vous êtes d'accord? Quand vous voyez un mirage, cette conscience visuelle, c'est une cognition. Et elle n'est pas conceptuelle. Non. Elle est libre de conceptualisation. Mais il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Et donc, c'est pourquoi il faut rajouter non erroné, ouais, comme c'est marqué là. Oui, Valie? Oui, j'ai un tout petit flottement là. Non erroné et valide, c'est pas équivalent. C'est pas équivalent, ouais. C'est pas la même chose. Voilà, ok, c'est juste ouais. ça. C'est-à-dire entre une cognition non erronée et une cognition valide, il y a combien de possibilités? Alors, toutes les... Ah, mais je ne demande Justement, pas, c'était la question que je me posais là. je ne demande pas vos raisonnements, je vous demande le résultat. Combien de possibilités? Il y en a 3 possibilités. Ah, 3, Mais c'est 4, moi. Attends, 5. des non-erronés, ok. Tu dis 4,5, 3, Moi, je me- Oh, ça doit bien être 4, ça. 4 Quatre. pour le suisse. 4. On a plusieurs 3, on a plusieurs 4. Non, non. Ah, donc là, c'est là où on fait les petits cercles. Ouais, enfin, non. On fait les petits cercles qui s'entrecroisent, on essaie de vérifier. Est-ce qu'il peut y avoir des cognitions non erronées qui sont des cognitions valides? Ah bah oui, Ben oui. Ah, par exemple? perception directe, premier moment de la perception directe de, je sais pas moi, d'un vase ou comme ça. Ça les non-erronés, valides. Ok, le premier moment d'une cognition inattentive, par exemple, c'est le premier moment d'une perception directe qui apprend un vase, non? Mm. Et c'est une Attends. Ce que tu racontes
planant. Ah bah, c'est ce que tu as dit. Le premier moment d'une condition, d'une perception visuelle qui apparaît en avase, ça peut être une condition inattentive. Alors, Ok. perception directe valide. Ok. Donc une perception directe valide, elle est nécessairement valide et elle est non erronée. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir une condition non erronée qui ne serait pas valide? Subséquente. Non, C'est non, ça. elle n'est pas valide subséquent, oui. Oui, une condition Subséquente. subséquente non conceptuelle. Subséquente. Parce que si elle est conceptuelle, elle est erronée, ouais. Ok. Maintenant, une condition valide qui n'est pas non erronée. C'est inférentiel. Référentiel. L'inférentiel, exactement. Et ni l'un ni l'autre, c'est facile. Une fausse. Voilà, une condition fausse ou alors une table. Mais si on parle des conditions, on dirait une condition fausse. Très bien. 4 possibilités entre conditions non erronées et conditions valides. Bravo, et on a terminé pour aujourd'hui. Et donc à la semaine prochaine. Merci à tous. C'était un vrai plaisir de vous retrouver. On peut dédier à la longue vie des grands maîtres comme ça, Sainte Dalai Lama, et pour le retour le plus rapide de Lama Tsongpa Rinpoche pour le bien de tous les êtres. Merci à tous. Merci et bonne semaine. Merci, bonne semaine. Merci. Au revoir. Excusez-moi, désolée, tu veux parler un Google Doc, c'est ça? Oui, c'est parce que en fait, le Google Doc, je vais mettre des suggestions. Ce sera plus facile de corriger qu'un PDF. Ouais. Ah, du coup, on aura accès, comment on a... Alors en fait, c'est exactement la même chose que le PDF. Et en fonction des suggestions qu'on aura,